Donc pour les chanceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyril de Sagazan, je suis directeur conseil chez Data Solutions. Je suis accompagné de Frédéric Marquez, qui est le responsable de notre BU PIM. Et tous les deux, on va vous parler de référentiel de données. Alors le référentiel de données, ce qu'on qualifie de première brique du socle digital. Alors vous allez me dire, bah, Cyril, c'est sympa, mais pourquoi tu ne parles pas de PIM? Pourquoi tu parles de référentiel? Et bah, tout simplement parce que ça fait quelques temps, on commence à avoir beaucoup de projets de ce type chez Data Solutions, où on se rend compte qu'autour du produit, il y a de plus en plus d'objets, il y a de plus en plus de notions, donc de plus en plus de référentiels, de listes qui gravitent autour. Et non seulement ils ne sont plus seulement simples, c'est plus juste des listes de valeurs, on va dire classiques, traditionnelles, mais ce sont des objets complexes qu'on va pouvoir ensuite utiliser sous forme de relations dans les exports, les envois vers les smart screens de Yann, les catalogues de Franck Olivier et les sites internet. Je vous ai mis quelques exemples qui sont vraiment très proches de ce qu'on voit de plus en plus. Donc si on prend un produit classique, on a une marque. Vous allez me dire, une marque, ça peut être une liste déroulante. Ouais, ok. Seulement de plus en plus, on souhaite qu'autour de la marque, on mette un contenu, une URL, un logo, l'histoire de la marque, la photo du dirigeant. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand j'ai envoyé mon produit sur le web, je voudrais envoyer aussi ces informations automatiquement. Et on retrouve la même chose sur les catégories. Les catégories, on peut faire des tables de correspondance. J'ai ma catégorie ERP, je peux gérer ma catégorie web. J'ai ma catégorie sectorielle. Je vais dire des gros mots, FAB10, ETIM, UNSPSC, ICLAS. Les gens de l'industrie se reconnaîtront. Je n'ai pas parlé de GDSN aussi, excuse-moi Michel. Je sais que chez vous, chez Lactalis, c'est vraiment important en ce moment. Toutes ces catégorisations sectorielles, ce sont des objets qui vont porter plein de choses, des désignations dans toutes les langues possibles. La classification UNSPSC, c'est UN, c'est Nations Unies. Il y a plein de langues attachées. Donc il y a énormément d'objets, c'est pas juste, encore une fois, une case que je coche. Les fournisseurs, on a un très bon exemple, Frédéric vous en parlera. Un fournisseur, ça peut être juste un code, mais on peut mettre également des statistiques attachées au fournisseur. Le volume d'achat. Pourquoi ? Quand moi, je gère un produit, je le renseigne dans mon PIM, je peux avoir accès à ce que ça représente chez mon fournisseur. Et il y a plein d'autres choses que Frédéric vous présentera. Les médias, c'est assez basique, mais des médias, ils sont enrichis. Il y a des métadonnées, notamment. Et deux points importants, effectivement, que vous allez me dire, des tarifs des clients, normalement, dans un PIM, c'est pas le genre de données qu'on va mettre. Et détrompez-vous, c'est vraiment notre quotidien en ce moment. Pourquoi ? Parce que les PIM que l'on met en place, ces référentiels, nos clients souhaitent les utiliser pour alimenter leurs propres clients, leurs distributeurs par exemple. Donc c'est les fameuses matrices Excel que la grande distribution réclame. Ce sont les fichiers FAB10. FAB10, fabricant distributeur, c'est une norme industrielle. Et dedans, on peut mettre les prix. Notre client Stanley Black & Decker, il envoie ses matrices chez Leroy Merlin, Monsieur Bricolage ou autre, depuis son PIM. Pour mettre les prix, il faut forcément qu'il y ait les tarifs. Et pour avoir les tarifs par client, il faut forcément qu'il y ait les clients. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans cette notion de PIM, on est vraiment dans une notion de référentiel, et on est capable justement d'étendre un peu cette notion de référentiel. Alors le référentiel, là un peu un marronnier comme disait tout à l'heure Adobe, ou Miracle, je ne sais plus, mais voilà, vous allez me dire, on l'a déjà vu ce slide, oui, mais on le répète. On voit encore trop de sociétés qui travaillent en silo. Mes données, je ne sais jamais où elles sont. Où est la bonne version? Comment je publie sur le web? J'envoie sur mes matrices clients, c'est un autre fichier que une autre source que l'envoyer sur le web. Je ne sais pas comment faire. L'intérêt du référentiel, c'est que toute la donnée, et je dis bien toute la donnée, je ne dis pas juste votre donnée produit, c'est si vous envoyez des données tarifs attachées à un produit, il faut que votre tarif soit bon aussi. Sinon, ça marche moins bien. Et donc, toutes ces qualités de données, quelles qu'elles soient, elle est validée. Et à partir du moment où elle est validée, il va vous permettre d'être publié partout. Ce qu'on appelle la syndication, nouveau mot à la mode, on en parlera juste après. Donc, c'est vraiment l'intérêt du référentiel. Et ce référentiel, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est quel que soit le type de données que l'on met autour. Donc, le produit, vous connaissez tous. Je collecte mon produit, je le nettoie, je le consolide, je le dédoublonne, machin. Je l'enrichis, les images, les catégories, le texte, le SEO, tout ce que vous voulez, les images, et je le publie, ce qu'on appelle la syndication. Produit, vous êtes tous au top. Maintenant,
Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, on le fait même désormais sur les fournisseurs. Je crée un nouveau fournisseur, je ne vais pas importer son fichier comme ça. Je vais peut-être demander à mon service achat de le valider. Et à partir du moment où il sera validé, alors oui, il pourra être dans la liste et je pourrai rattacher ses produits. On a ça de plus en plus sur les médias. Je crois que tous les appels d'offres qu'on reçoit en ce moment, il y a un workflow sur les médias. Je charge une image, avant de la publier, je vais être certain que mon studio graphique ou quelqu'un les ait vus et valider les métadonnées. S'il y a des licences, que quelqu'un les ait validées également, les ait ajoutées. Les certificats, dans l'industrie, le certificat de qualité, certificat ISO, ils ont des dates d'expiration. Il faut renseigner tout ça, il faut contrôler, il faut les valider. Et donc l'intérêt du référentiel, c'est que toutes ces données, quelles qu'elles soient, peuvent suivre exactement le même schéma donc, que vous avez là, collecte, consolidation, enrichissement, syndication. Et justement, la syndication, avant de passer la parole à Frédéric pour quelques illustrations par exemple, la syndication, c'est quoi? C'est que vous voyez sur cette brique violette, alors violette c'est pour PIM-Core Akeneo, nos deux PIM favoris, du PIM, on est capable déjà de produire. On a des connecteurs vers le site web, des connecteurs vers les smart screens depuis peu, des connecteurs vers le print depuis un bout de temps avec Franck. On peut envoyer vers les POS, les points de vente, et on sait également qu'on peut envoyer de la donnée typiquement aussi via API, via tout ce qui est assistants vocaux, donc tout ce qui est IoT au sens large. Mais de plus, avec des briques de syndication, telles que Product Hub par exemple, dont nous sommes partenaires depuis peu désormais, on peut désormais envoyer vers plus de canaux. C'est-à-dire que de votre PIM, vous avez une interface vers l'outil de syndication, et cet outil de syndication, il va vous ouvrir, c'est plus de 2000 canaux, je crois, côté Product Hub, mais ça va vous permettre de publier avec une interface, de prendre en charge la publication vers des marketplaces, vers Facebook, vers les médias, vers éventuellement un peu de sectoriel également, et puis de vous ouvrir beaucoup plus de voies de publication, le tout étant synchronisé directement avec votre PIM, ça veut dire, ou votre référentiel, pardon, il faut que j'arrête de dire PIM. L'intérêt, voilà, vous faites une mise à jour, elle part automatiquement, les règles de contrôle s'appliquent dans l'outil de référentiel et ça part directement vers tous vos canaux. Donc c'est vraiment l'intérêt d'un référentiel, je gère la qualité de mes données, et après, toutes mes données, quand elles ont passé tous mes workflows, tous mes contrôles, je sais qu'elles vont être publiées directement sur tous les canaux que j'ai identifiés. Alors pour vous illustrer ça, je vais laisser Frédéric, je vais passer la télécommande déjà, ça marchera mieux, et il va pouvoir vous illustrer quelques cas très concrets chez nos clients. Donc en fait, pour faire simple, un PIM avec que de la donnée produit, ça n'existe plus. Comme dit Cyril, vous avez de la donnée produit et vous avez de la donnée référentielle qui vient enrichir cette donnée produit. Parce que vous avez vos use cases, vous avez des cas d'utilisation dans lesquels vous avez besoin d'avoir ces référentiels pour contrôler et valider la donnée produit que vous manipulez. Et ici, donc, vous avez un exemple pour notre client Lactalis. On a mis donc en place un PIM. Il était identifié comme ça au début du projet, quand on a démarré. Et puis, en phase de conception, on s'est aperçu qu'il y avait des use cases qui nécessitaient d'avoir des référentiels au sein de ce PIM. Et donc là, vous avez, ils nous ont même demandé du coup un accès direct aux différents référentiels qui constituent ce PIM. Donc là, vous voyez par exemple, on a été amené à référencer l'ensemble des sites de production sur lesquels les produits sortent. On a été également amené à mettre en place un référentiel pour les services consommateurs. On a été amené à référencer l'ensemble des sociétés du groupe Lactalis. On a été amené également à mettre en place un référentiel pour configurer les schémas de palettisation. Donc tout ça pour vous dire que un PIM où vous avez juste de la donnée produit, ça n'existe pas. Vous avez forcément des dépendances avec des référentiels annexes sur lesquels vous devez vous appuyer. Donc là, chez Lactalis, on a fait ça. Ici, on a le cas d'un autre client chez qui on a mis un PIM. J'ai volontairement employé ce mot, sur lequel on a adossé un portail fournisseur. Donc l'intérêt du portail fournisseur pour notre client, c'est d'optimiser les contributions sur les fiches produits directement à partir des fournisseurs. L'idée, c'est de dire on arrête d'envoyer des fichiers Excel par mail ou de les déposer sur un serveur FTP ou SFTP. On arrête avec ça. On industrialise la contribution des fournisseurs. Donc pour ça, on leur a mis en place un accès directement sur PIM-Core où on va retrouver l'ensemble des fournisseurs qui contribuent
ainsi que les contacts chez les fournisseurs. Et donc, on a, effectivement, comme dit Cyril, on a mis en place un objet qui est beaucoup plus complexe, où on va retrouver effectivement l'identifiant du fournisseur avec sa raison sociale, mais pas que, on va retrouver son numéro de SIRET, son numéro de sirène, son adresse, ses adresses, et l'ensemble des contacts qui sont amenés à travailler avec notre client sur l'enrichissement de la fiche produit. Et à ce niveau-là, on a même des workflows de validation des fiches fournisseurs. Donc là, on est vraiment dans une logique de référentiel assez riche, où effectivement la donnée produit est là, mais pas que, il n'y a pas que ça, il y a autre chose, parce qu'on a besoin d'avoir d'autres données pour que le travail puisse se faire. Donc ça, c'était un autre exemple. Il y a... Je reviens en arrière. Voilà. Il y a également un autre cas sur lequel j'ai été confronté hier en phase d'atelier de conception. C'est qu'en plein milieu d'atelier de conception dont l'objectif était d'identifier la fiche produit telle qu'elle devait être décrite, c'est qu'à un moment donné, il y a une des chefs de produit qui a dit « Ah ben nous, on a une notion de transparence. » Ah, et puis au bout de 10 minutes, après explication, en fait, cette notion de transparence concerne en fait le RSE, où ils ont besoin de communiquer auprès de leurs clients finaux sur les conditions de production et de travail de leurs collaborateurs. Et donc, on s'est aperçu que cette notion de transparence, en fait, allait devenir un objet transparence, et que cet objet transparence était lui-même dépendant d'un référentiel de fournisseurs et d'un référentiel d'usine. Donc on va, parce qu'on ne l'a pas encore fait, on va étendre le modèle, on va l'enrichir avec ces notions. Et autre point important lié à l'organisation, c'est que jusqu'à maintenant, on n'avait que des chefs de produits qui étaient amenés à contribuer. On leur crée des accès sur des catégories de produits, sur des assortiments spécifiques, ainsi de suite. Et bien là, on va être amené à créer un accès pour le responsable RSE pour qu'il puisse définir ces objets de manière à ce que les chefs de produits puissent s'appuyer dessus pour les mettre en relation avec les produits. Et tout ça, bien sûr, l'objectif, c'est de pousser toute cette information vers le site web afin de communiquer et d'être transparent sur les produits et sur les conditions de travail. Alors, vous avez compris qu'on mettait des produits, qu'on mettait des fournisseurs, des constructeurs, qu'on mettait des tas de référentiels. Et on a été amené à travailler avec Jiffy et à les accompagner sur la mise en place d'un RCU, donc d'un référentiel client unique. Et je ne sais pas s'il est connecté, notre ami, il est connecté? Tout à fait, oui. On croise les doigts, comment on fait? Je clique? J'avance? Super, il est là. Bonjour Eric. Bonjour à toutes et à tous. Donc Eric Isel, DSI au sein de Jiffy. Je vais te laisser te présenter, Eric. Alors, oui, DSI, mais au sein de la DSI, effectivement, je suis directeur de programme en charge de la transformation digitale de l'ensemble des magasins, de la partie client et de la partie e-commerce. Donc, effectivement, on a été amené à travailler ensemble et ça a été un plaisir. Alors, je crois que le projet RCU, donc, sur lequel on a été amené à travailler ensemble, s'inscrit dans un projet plus global au sein de Jiffy. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, tout à fait. Le RCU n'était qu'un des fondamentaux de la transformation digitale, puisque lorsque je suis arrivé chez Jiffy, il y avait quelques bases de données clients qu'il a fallu unifier, pour des raisons de conformité RGPD, et qu'il a fallu aussi unifier afin de mettre en place des outils un peu plus modernes, pour simplifier, je dirais, la partie authentification client, et en tout cas mettre en place des solutions un peu plus modernes derrière, enfin, après ça, qui permettent donc de fluidifier le parcours du client, et en tout cas d'avoir une authentification sans friction. Le projet, il est un peu plus vaste, puisque on va transformer entièrement l'entreprise. Prochainement, on aura un replatforming de nos sites e-commerce. Et plus largement, je dirais, pour les magasins, on a une transformation digitale qui s'appuie aussi sur, qui va générer, en tout cas, auprès de nos magasins, une refonte entière de l'informatique, que ce soit du matériel ou du logiciel. On va refondre complètement
ce SI afin qu'il soit complètement omnicanal. Et dans l'omnicanalité, justement, le RCU, avec tous ses points de contact, que ce soit la borne, que ce soit l'application mobile, que ce soit les sites Internet, a besoin d'une vision unifiée de ce client. Et voilà. Voilà les raisons pour lesquelles on a dû passer sur ce RCU. D'accord. D'un point de vue, ce RCU, en quoi il vous aide à optimiser votre business ? Alors, il y a plusieurs points que l'on pourrait noter par rapport à ça. C'est que déjà, il y a un seul point de contact. En fait, on a, d'un point de vue retraitement des données ou de l'information, quand on doit animer un client parce qu'il a un programme de fidélité, on est certain de s'adresser au bon client, parce que on n'a pas à gérer, en tout cas beaucoup moins, les notions de dédoublement de l'information, les informations qui sont effectivement redondantes, mais il y a moins de qualité de la donnée à mettre en place. On a aussi sur cette qualité de la donnée et de la conformité RGPD, on a moins de traitement, puisqu'il n'y a qu'une seule base. On a mise en application de la conformité plus simple aussi, et surtout avec alors, pour en reparler, mais on a un renforcement aujourd'hui de tout ce qui est disposition de la CNIL, et là aujourd'hui tous ces temps de traitement, tous ces temps de suivi au niveau du service client et je dirais capacité de développer des nouvelles animations auprès de nos clients est renforcée par une vision unique que l'on a au niveau de ce RCU. Ouais, donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce RCU tourne sur Pimcore. Il y a à peu près 13-14 millions de clients, B2C, B2B, et l'ensemble de vos magasins, je crois que 560 magasins, qui sont connectés en temps réel sur ce référentiel. Alors, non seulement, effectivement, donc avec la solution, on est connecté en temps réel, on a une étanchéité par pays, puisqu'on est aussi à l'international. On a également une connexion qui se fait par des API, donc qui simplifie entièrement, notamment tous les échanges et les appels. Et puis le fait que, alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais la technologie GraphQL nous permet en tout cas d'avoir accès à bien plus et de manière beaucoup plus souple, accès à la donnée en fonction des requêtes que l'on a besoin de faire. Donc voilà, on a un vrai plus de ce côté-là. J'ai déjà mis en place d'autres RCU. On les a mis en beaucoup plus de temps et avec moins de facilité derrière d'exploitation. On peut conclure là-dessus, je crois. Hein. On a été bon, quoi. C'est ça que tu veux dire, Eric? Oui. Et vous avez été tellement bon que on a choisi de continuer l'aventure, puisque voilà, on a décidé que dans cette transformation digitale, on avait besoin donc de mettre en place un PIM. Et en tout cas avec le corps modèle de Jiffy, qui n'est pas des plus simples, et on a donc décidé de poursuivre l'aventure en mettant en place donc un PIM, en tout cas un PIM DAM, et un DAM, voilà, avec tous les assets se rapportant au PIM. Ok. Je te passe la main, Cyril. Merci beaucoup, Eric, de ce témoignage. J'espère que la prochaine fois, tu pourras être avec nous en vrai pour témoigner. Mais en tout cas, merci de t'être rendu disponible. Et puis, de toute façon, nous avons terminé. Donc, on va remercier encore Eric, et Frédéric et moi-même, on est à votre disposition ensuite, s'il y a besoin, pour toute question sur les référentiels. Merci à tous. Merci, Eric. Merci, au revoir.